Minhal, ce film, c'est une fiction, mais qui est élaborée à partir d'un fait divers bien réel et tragique, la mort du petit Dantrell Davis en 1992. Et vous avez vous-même grandi à Chicago dans les années 90. Quelle est la part d'autobiographie du film? Comment est-ce que vous avez réalisé vos recherches pour aboutir au scénario final? This film is a fiction based on a very real and very tragic event, the death of little Dantrell Davis in 1992. And you yourself grew up in Chicago in the 90s. How much of the film is autobiographical? How did you go about researching for the final script? So this film really emerged out of the conversations I had with former Cabrini-Green residents who lived in the high-rises. And one of the challenges of making this film was that there's not any one single place or directory where you have access to those people. So I met a journalist, two journalists in Chicago, Ben Austin and Jamie Calvin, who connected me with former residents. And so I began the process of interviewing residents from Cabrini-Green starting in 2019. And then several years went by as I was talking to more people. Sorry, when? 2018? 2019, okay. Yeah. And I just started with one person, and then that person led to another. And the process of writing the script came naturally out of those interviews. So this film it's not my community. I did not grow up in Cabrini-Green. But what I was interested in exploring in this film was the relationship that these people have to their home, especially a home that no longer exists. All the high-rises were demolished in 2011, as you saw in the end credits. I moved back to Chicago after a long time of being away, after my father had passed, and I really felt the city was different and has changed so much since I had left. So the film was a way for me to reconcile my own relationship to home through this story of these two kids growing up in a place which on the outside, people think is, why do these people live there? But what the effort of this movie was to really try and imagine that a place like Cabrini-Green, these high-rises, could be a place of beauty and joy, as well as tragedy. These are things that it is possible to have a childhood here. And so that was really what motivated the movie, those conversations with people who lived there, and lived there all the way from the 70s, the 80s, 90s, all the way up into the 2000s. Le film est né de conversations que j'ai eues avec des personnes qui ont vécu dans cet ensemble de logements sociaux, donc l'ensemble qui s'appelle Cabrini-Green, qui existait. Toute cette histoire est bien sûr ancrée dans la réalité. Cet ensemble de logements sociaux existait. Il a existé très longtemps, il n'existe plus maintenant parce que tous ces immeubles ont été détruits en 2011. Mais elle voulait, nous dit-elle, expliquer, parler de tout cela. Mais ce qui n'était pas facile finalement, parce que quand elle a eu l'idée de faire le film, elle s'est rendue compte très vite qu'elle n'aurait pas accès aux archives, à tout ce qui pourrait raconter l'histoire de ce lieu, parce qu'il n'y en avait pas. Donc elle a commencé à essayer de retrouver les personnes qui habitaient sur place, ce qui est encore une fois quasiment possible maintenant. Elle est rentrée en contact avec des journalistes à Chicago qui avaient écrit des articles à l'époque et qui avaient encore des numéros de téléphone, des adresses et des informations donc sur cet ensemble Cabrini-Green. Et puis elle a rencontré une personne qui, elle, avait les contacts de 2-3 autres personnes, et puis comme ça, petit à petit, à force de parler, à force d'avoir des conversations avec les anciens habitants de ce logement social, elle a pu établir une ligne comme ça qui a abouti au scénario du film que vous avez vu aujourd'hui. Alors, ce n'est pas son histoire à elle a grandi à Chicago, mais elle n'a pas grandi à Cabrini-Green, mais elle voulait faire encore une fois un film qui parle de la relation que l'on a avec son foyer, avec l'endroit où on a grandi, l'endroit où on a vécu, et
Ce qui est encore plus intéressant, nous dit-elle, quand l'endroit en question n'existe plus aujourd'hui. Alors, elle est partie de Chicago il y a déjà quelques temps, et puis après le décès de son père, elle est revenue, et quand elle est revenue plusieurs années après à Chicago, elle s'est rendue compte également que la ville avait beaucoup changé, que c'était plus la même ville, et donc elle voulait également parler de cette différence, et en tout cas rendre hommage à ce qui a pu se passer à ce moment-là. Rendre hommage dans le sens où parfois on passe, alors là on parle des États-Unis mais ça s'applique aussi ici, on passe devant des grandes barres d'immeubles, des logements sociaux et on se dit des fois mais comment les gens peuvent vivre dans un endroit pareil, et en même temps on nous dit bien sûr il y a des choses qui sont tristes, qui sont dramatiques, il y a des tragédies qui parfois se passent dans ces endroits, mais il y a aussi de la beauté, il y a aussi de la joie, il y a aussi une véritable vie et des bons souvenirs, et c'est tout ça qu'elle a voulu raconter avec ce film. Alors, ça semble ironique et sarcastique d'obliger les enfants, majoritairement noirs aux États-Unis, de prêter allégeance chaque matin à un pays qui parfois les traite un peu mal. Et quel est votre point de vue sur cette question du racisme systémique qui parfois est la vérité, la réalité aux États-Unis? It seems so terribly ironic that and sarcastic to force predominantly black children to pledge allegiance like each morning to a country that treats them really badly from time to time, not to say all the time. What is your take on this issue of systemic racism in America? This is a very big question. You know, I grew up saying the Pledge of Allegiance every day in school. I don't believe they have this practice anymore in public schools, but that was part of every morning. You had to stand up and say, I pledge allegiance to the flag of the United States of America, so on and so forth. And every day you would say it and you do it without thinking too much about it. In this film, these kids are pledging allegiance and to a country, and you know, at the end of it, they're saying for liberty and justice for all. Obviously, we understand in the context of this movie, there is inequity in our country. The public housing projects were built out of a dream to provide affordable housing, and it was built at the end of for the World War veterans and for people for housing. But then, as the years went by, decades went by, and the high-rises were predominantly black. The relationship that the city has with the high-rises changes. The buildings fall into disrepair, and there's crime, and the drug trade. And on the outset, a lot of that was blamed, like in the movie, the mayor blames what's happening in the high-rises with the people themselves. And what our understanding now is that it's a very complicated problem of segregation in these high-rises, not enough money going to really maintain them. And the policing in these communities is obviously very brutal. You see in the raids, they come into the homes and they do so without any warrants. They were able to do that because it was public housing. So my reflection on all of this is really that there is an intersection between housing and race and policing. And in this film, what we're seeing is that certain group of people are being treated less than, and yet the kids in this high-rise go to school every day and pledge allegiance to a country that is promised to offer them more. And I do find it ironic. That was the intention. Minhal nous dit qu'elle a grandi dans un pays qui est aujourd'hui un peu différent, mais c'est vrai que à l'époque où elle a donc grandi, elle a donc été dans le système scolaire américain de l'époque. Effectivement, chaque matin, les enfants devaient prêter allégeance au drapeau, à la patrie, des choses qui ne sont plus vraiment systématiques aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient vraiment normales, quoi. Voilà, on commençait comme ça en disant qu'on prêtait allégeance au drapeau, et à la fin de chaque journée, on terminait également en disant que ce qu'on voulait, c'était la justice pour tous.
Ce qui paraît encore une fois extrêmement ironique quand on sait ce qui se passe parfois, souvent, là-bas. La vérité, c'est que bien sûr, il y a beaucoup d'inégalités. Il y a encore, il y aura toujours beaucoup d'inégalités dans son pays. Que les logements sociaux, au départ, aujourd'hui c'est presque devenu péjoratif, mais au départ c'était pas ça. Au départ c'était un rêve de pouvoir vraiment traiter tout le monde sur un pied d'égalité, de pouvoir vraiment donner la chance à tout un chacun. Mais c'est vrai que ces logements, donc, qui étaient censés être encore une fois, pour tout un chacun, eh bien, assez vite, on s'est rendu compte, nous dit-elle, qu'ils étaient habités principalement par des familles à la peau noire, que ça s'est fait presque tragiquement, logiquement, tout doucement, ça s'est fait comme ça, et aujourd'hui c'est une réalité. Et puis ce qui se passe aussi, c'est que eh bien, les bâtiments en question, on les a construits, très bien, mais à un moment donné, ils ont commencé à tomber en miettes, la peinture a commencé à partir par terre, tout a commencé à tomber, et puis il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent pour les réparer, donc les familles vivaient vraiment dans des conditions de plus en plus précaires. Et puis il y a eu le développement du crime, il y a eu le développement des trafics de drogue, et le maire de l'époque, eh bien, ce qu'il disait, c'est que c'était à cause des gens qui vivaient là-bas. Donc c'était vraiment une espèce de cercle vicieux, comme un serpent qui se mord la queue, alors qu'en fait, on se doute bien que c'est évidemment beaucoup plus complexe que ça, et que le simple fait que la ville, que la mairie n'ait pas d'argent, en tout cas n'ait pas envie d'insuffler des moyens, de l'argent pour pouvoir faire en sorte que les bâtiments restent en bonnes conditions, eh bien ça fait partie du problème. Et voilà, c'est une histoire de classe, c'est une histoire de race, c'est une histoire d'inégalité qui malheureusement continue encore et encore. Est-ce que vous pouvez nous parler de la séquence dans le musée et de l'importance de ce tableau devant lequel les enfants s'arrêtent, le tableau La Gare de Walter Ellison, ce peintre noir américain qui est peu connu en France. Maybe you can talk to us about this sequence in the film, the sequence that takes place in a museum, and the importance of the painting they stop in front of the train station by Walter Ellison, because he's a painter who is not very well known here in France. Yes, the sequence in the Art Institute of Chicago was actually filmed in the museum. We received permission to shoot there for 3 hours, so we filmed everything we could at that time. The paintings that have been seen that are seen in that sequence, 2 of those are paintings that we are very familiar with in our popular culture. In the film Ferris Bueller's Day Out, those 2 paintings are depicted in there. What is new is the final painting that the 2 children are looking at the end. It is a Walter Ellison painting, and what it's depicting is the migration of both white passengers to vacation destinations and the black people that are, servicing them. So there's the people carrying the bags and helping them get on the trains. And what we're seeing in this sequence is that these kids watch these 2 paintings that are very far removed from their own experience. And the last painting is speaking to their history. It's not the history that they've lived, because they're very young, but it's a history that precedes them, that their ancestors have undertaken. The Great Migration happened of African Americans from the south to the north, in a great big movement. As Malik says in the movie, his family moved from, as grandmother tells him, they moved from Mississippi to Chicago. That was the trip taken by many African Americans at that time. To escape the Jim Crow laws. So that was a very important part of the movie for the children to be engaging with the work of art that speaks to their culture and history, which I think is not so frequently depicted in movies, for those children to understand and to really react. So that was a big joy of our movie to be able to do that. Minhal nous dit que l'équipe du film a eu une fenêtre de 3 heures où ils ont pu donc tourner dans ce musée, un musée qu'on a déjà vu en fait, un musée et des peintures qu'on a déjà vu au cinéma, je pense
Alors, j'ose espérer que je ne vous apprendrai pas le titre d'un film que vous ne connaissez pas en citant Ferris Bueller, La folle journée de Ferris Bueller, film bien connu et bien apprécié. Eh bien, il y a une séquence dans ce film, si vous vous rappelez, où ils vont dans un musée, ils sont à Chicago, ils vont dans un musée et ils sont en arrêt devant plusieurs peintures, dont celle-ci. C'est une peinture qui, évidemment, encore une fois en France, on connaît peu ce peintre, Walter Ellison, mais c'est une peinture qui est très connue, qui fait vraiment partie de la culture populaire américaine, et encore plus quand on habite à Chicago. Et c'est une peinture qui fait voir le résultat des vagues de migration. This painting is from which year, by the way? I believe it's 50s. Yeah, it's before that. Yeah. Fin années 40, début années 50 à peu près, la date du tableau, et qui fait voir en fait deux groupes de passagers sur un quai qui s'apprêtent à prendre le train. Il y a des passagers blancs qui partent en vacances, il y a des passagers noirs qui portent les valises des passagers blancs. Et ça raconte évidemment beaucoup de choses, même si cette peinture date évidemment de bien avant la naissance et donc les expériences de ces deux jeunes enfants que l'on voit à l'écran. Et évidemment, ils peuvent comprendre et ressentir beaucoup de choses en voyant cette peinture, ce tableau en particulier, toute cette histoire qui est aussi la leur, cette histoire une histoire de migration, une histoire de tous ces Noirs américains qui sont partis du sud du Mississippi, par exemple, dans ce cas précis, pour aller vers le nord, pour fuir les lois de Jim Crow et toutes ces choses. Et c'était important pour elle de faire voir ce tableau. Et c'est la raison pour laquelle on le voit dans ce film. J'ai encore une ou deux questions, mais je veux savoir si vous en avez vous aussi. Si c'est le cas, je vais vous demander de bien vouloir lever la main. Monsieur ici, juste là. Bonjour. D'abord, je voudrais remercier Minhal Baig pour ce film si délicat, juste et poétique. Et je voulais savoir quelle était son approche dans la direction d'acteurs enfants. Voilà. Well, first of all, thank you very much for the film. That is delicate, that is true, that is also very poetic in the way it's made. And this gentleman wishes to know, maybe you can talk to us about how did you direct children, because we know it's not something easy. So maybe you can explain us about your relationship and your work relationship with these two young kids. Directing the children was one of the challenges of the movie. They were 9 and 10 years old when the film began shooting. And one of the things that I had learned was advice from my executive producer, James Seamus. He suggested I watch the interviews of another filmmaker who had worked with children. Her name is Laura Wendell, and she directed this movie named Playground. And in that film, there's heavy subject matter that's hard for the children to really engage with. And so what she did and I did in the film, very similar. So I worked with the kids to help them understand what their character is doing in each scene and why they're doing it, and to only motivate their actions and what is happening in the scene from a character's point of view, to never have them draw from their own life experiences. The reason for that is because children, their brains are still developing at this age, and it can be traumatizing, some of the scenes that are happening in the film. And I did not want them to internalize it, to take it home with them. Because at the end of the day, they are actors, but they're also children. So I really worked with them scene by scene, so they didn't receive the whole script at first, just scenes. And we rehearsed each of the scenes, and then when we started to shoot, they had gone through each of the scenes at least one time. And then on the day when we're filming, I would give them very short, simple direction. Something as simple like when Eric is yelling at the fence, right? The direction I gave was just like, you're crying out as if no one can hear you. So then the direction was very, very precise, so that I didn't want it to be too intellectual, because they really responded the most to a direction that was short and emotional.
Les enfants que l'on a vus à l'écran il y a quelques instants, les jeunes comédiens, à l'époque où le film a été fait, ils avaient 9-10 ans, ils étaient vraiment petits. Et évidemment, diriger des enfants de cet âge-là, c'était clairement un défi, un challenge qu'elle avait en tant que réalisatrice. Et son producteur exécutif, sa productrice exécutive, pardon, Laura Mendel, son producteur exécutif lui a conseillé de regarder un film qui avait été réalisé par Laura Mendel, un film qui s'appelle Playground. Et dans ce film, c'est un film où il y a également des enfants qui doivent gérer des sujets, des situations qui sont très très lourdes, des situations qui sont très difficiles à gérer pour des adultes et encore plus pour des enfants. Donc elle a pu lui donner des conseils, et les conseils qu'elle a donnés, c'était de les aider surtout à comprendre pour chaque petite action qui se passe dans le film, pourquoi, comment, vraiment essayer de comprendre un maximum de choses pour qu'il soit capable de sortir l'émotion qu'elle voulue à ce moment précis. De vraiment essayer de les faire jouer quelque chose de complètement différent de leur propre vie, parce que déjà, nous dit-elle, évidemment, quand on a 9-10 ans, on n'a pas forcément vécu beaucoup de choses, donc on ne va pas demander à un comédien de 9 ans de se baser sur sa propre expérience, ça n'a aucun sens, et donc au contraire, découper le scénario. D'ailleurs, nous dit-elle, les jeunes comédiens, en fait, au moment où ils ont fait le film, ils n'avaient pas lu le scénario dans son entier, parce que c'était son but à elle aussi, c'était de faire voir simplement, d'avoir des petits morceaux d'informations pour des petites séquences tournées comme ça, et à chaque fois travailler sur une émotion, une séquence, une situation, et puis après c'était son travail évidemment de remettre tout ça en ordre. Mais elle nous dit qu'il faut faire attention parce que les enfants de cet âge-là, leur cerveau est encore en train, la manière dont ils vont gérer les émotions, c'est encore en train de se construire, et donc c'est fragile, et il faut faire attention, il ne faut pas créer de traumatisme qui peut réellement créer de vrais problèmes dans leur développement plus tard. Donc c'était vraiment un travail scène par scène, petit à petit, des petits trucs comme ça. Et elle donnait des directions très simples. Par exemple, une séquence dans le film dans laquelle elle donne simplement comme indication, bah là par exemple, tu es en train de pleurer, et puis tu te rends compte que personne ne peut t'entendre, que personne ne voit que tu pleures. Des petites choses comme ça qui permettent d'arriver à trouver la vérité et la justesse dans le jeu de ces jeunes comédiens. Je crois que malheureusement nous n'avons plus le temps de prendre une autre question. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir Minhal Baig.